Une adolescente a disparu. A-t-elle été victime d'un acte criminel ou a-t-elle tout simplement fugué avec un ami? Pendant des semaines, la question reste sans réponse. Jusqu'à ce que la police découvre que la jeune fille a sans doute fait une mauvaise rencontre. Une femme et ses 2 filles adolescentes passent leurs premières vacances en Floride. Les enquêteurs découvrent qu'elles sont montées à bord d'un bateau avant de disparaître. Excepté cela, ils n'ont aucune autre information, sauf quand une campagne d'affichage invite les citoyens à se transformer en détectives privés. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ces 2 nouvelles affaires des enquêtes impossibles. Depuis qu'une panoplie de nouvelles technologies est entrée au service des experts scientifiques, rares sont aujourd'hui les meurtriers qui parviennent à se soustraire aux enquêteurs. Reconstitution faciale en 3 dimensions, études balistiques à l'aide de microscopes comparatifs, signature ADN, analyse vocale et graphologique, identification de matériaux grâce au spectromètre de masse. Ces outils sophistiqués permettent de détecter l'invisible, de comprendre l'inimaginable et d'arrêter les prédateurs. Les histoires d'amour entre adolescents sont très souvent des histoires passionnelles. Et lorsque Tara Munsey, une adolescente de 16 ans, tombe amoureuse de Nick Zaroba, un camarade de classe, elle s'attend à l'amour éternel. Tara et Nick étaient éperdument amoureux. Le seul problème avec ce genre d'amour passionnel, c'est que c'est à double tranchant, parfois extraordinaire, parfois déchirant. Une fois son bac en poche, Nick s'engage dans la Navy. Il est affecté à la base navale des Grands Lacs dans l'Illinois. Tara doit rester en Virginie, elle n'est qu'en terminale. Elle était folle de lui, elle ne parlait que de lui. Ils avaient déjà prévu de se marier. Mais la nuit du 25 janvier 2000, Tara, serveuse dans un fast-food de la région, ne rentre pas de son travail. Ce n'était pas dans ses habitudes, elle appelait toujours pour dire qu'elle rentrait. Les parents de Tara appellent immédiatement le bureau du shérif, mais la police connaît par cœur ce genre d'histoire. On reçoit souvent ce genre d'appels concernant des ados disparus depuis quelques heures. Généralement, un ado ou n'importe qui dont on n'a aucune nouvelle réapparaît 24 heures après. Elle a été vue pour la dernière fois au fast-food dans lequel elle travaille. Elle quitte les lieux vers 19 h, un sac de provisions à la main. Sa voiture n'a pas bougé. La voiture n'était pas fermée et son repas ainsi que sa casquette étaient en évidence sur le siège avant, comme si elle les avait volontairement mis là. Aucune clé à bord. Tout le monde se demandait pourquoi elle n'avait pas pris sa voiture. Qui avait-elle pu rejoindre? Quelqu'un dont elle voulait taire l'identité à ses parents? C'est comme si elle avait déposé ses affaires à la va-vite avant de partir. Seul problème, il gèle dehors. Il est donc peu probable qu'elle soit partie seule à pied. Pourtant, le lendemain matin, Tara n'a toujours pas donné signe de vie. Sa mère et moi, on a tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose d'anormal. Certains pensent qu'elle est partie retrouver Nick. Est-ce qu'elle était partie dans l'Illinois pour retrouver son petit ami? On n'avait trouvé aucune trace d'un achat récent de billets de car ou d'avion. La police prend contact avec Nick sur sa base navale. Il n'avait aucune nouvelle d'elle. Il ne l'avait pas vue, elle n'avait pas appelé. Son supérieur nous a confirmé qu'il n'avait pas quitté la base pendant cette période. 24 heures après sa disparition, la police reçoit une nouvelle particulièrement inquiétante. Une de ses collègues au fast-food leur apprend que la nuit dernière, Tara travaillait au drive-in et qu'elle s'était violemment disputée avec 2 jeunes clients. Elle avait eu une violente altercation verbale avec 2 jeunes clients venus commander à manger au drive-in. On les a tout de suite mis dans notre liste de suspects. En temps normal, une caméra filme les clients. Mais pas cette fois. Grosse déception. Il n'y avait aucune caméra de surveillance dans le fast-food. Ce qui veut dire que le parking est lui aussi sans surveillance vidéo. Et aucun des clients ou collègues de Tara n'a vu quelque chose de suspect ce soir-là. Personne n'a réellement prêté attention au fait qu'elle soit partie seule ou non, ou sur le parking.
Aussi bien la police que les parents de Tara restent sans réponse à leurs questions. On était dans l'impasse la plus totale. Pas le moindre indice. Lorsque Tara Munsey disparaît, ses amis pensent tout de suite qu'elle est partie dans l'Illinois retrouver Nick, son petit ami. Ce n'est pas l'avis de ses parents. S'il lui avait pris un jour de fuguer, Tara serait revenue au bout d'une heure. Ce n'était vraiment pas son genre. Lorsque les médias s'emparent de l'affaire, des centaines de personnes se portent volontaires pour aider la police dans ses recherches. Les derniers espoirs se sont envolés. Tara Munsey n'a pas fugué pour aller rejoindre son petit ami sur sa base militaire. A-t-elle été enlevée? A-t-elle été agressée par les jeunes gens auxquels elle avait eu maille à partir quelques heures plus tôt? Les policiers l'ignorent puisque le fast-food dans lequel la jeune fille travaillait est dépourvu de caméras de surveillance. Quoi qu'il en soit, le temps joue en sa défaveur. C'est pourquoi dès que les médias s'emparent de l'affaire, des centaines de personnes se portent volontaires pour venir en aide à la police dans ses recherches. Tout le monde voulait aider à retrouver Tara. Il gelait. Le sol était complètement recouvert de neige, mais ça n'a pas arrêté les gens. Ils venaient de partout pour fouiller les alentours, les parcs, partout. Malgré le froid et la neige, tout le monde y mettait du sien. Elle me manque tellement. Tout ce que je veux, c'est qu'elle revienne. Quelqu'un l'a enlevée, c'est sûr. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche, ça ne lui ressemble pas. Les amis de Tara disent à la police que le jour de sa disparition, ils l'ont tous vue pour la dernière fois à la sortie du lycée. Ensuite, Tara s'est rendue à son travail, au fast-food. Depuis, 2 longues semaines se sont écoulées et toujours aucune trace de Tara. La pression devenait de plus en plus forte. Une pression alimentée par le fait que cette gamine, qui avait disparu dans la pénombre, aurait très bien pu être la mienne ou la vôtre. Finalement, 17 jours après la disparition de Tara, un randonneur découvre un corps près d'une voie de chemin de fer isolée à environ 10 km du domicile de Tara. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est « Vite, je veux en avoir le cœur net. Est-ce Tara ou non ?» Le corps se trouve en contrebas d'un ravin particulièrement boisé, à l'abri des regards. C'est surréaliste comme vision. Vous êtes en plein milieu d'une forêt et vous voyez tout de suite qu'elle a été sauvagement assassinée. Le haut de son corps est dénudé. Des traces d'impact de balles parfaitement visibles. Il s'agit bien d'un meurtre. Plusieurs de ses blessures correspondent aux traces de sa chute dans le ravin après avoir été tué. Un permis de conduire retrouvé dans sa poche arrière confirme ce que tout le monde redoute. Il s'agit bien de Tara Munsey. C'était quelqu'un d'exceptionnel. C'est vraiment injuste qu'elle n'ait pas vécu assez longtemps pour nous montrer toute l'étendue de son potentiel. Seul atout pour les enquêteurs, une température avoisinant 0 degré va rendre la tâche plus facile aux experts en médecine légale. Son corps paraissait bien conservé. Je me souviens avoir tout de suite pensé que ça nous permettrait peut-être de trouver plus facilement des indices sur le corps. Mais pour la scène de crime en elle-même, c'est une autre histoire. C'était une espèce de décharge. Les gens venaient jeter leurs vieux pneus, leurs vieilles cuisinières dans le ravin. Les enquêteurs ont éprouvé les pires difficultés à séparer les indices relatifs au meurtre de tout le reste. En haut du ravin, la police récolte une douille de calibre 22, ainsi que les clés de voiture de Tara et un bout de cigarette. Le filtre de la cigarette était en plein milieu de la scène de crime. Le filtre a été arraché de sa tige. Très peu de fumeurs arrachent le filtre pour fumer leurs cigarettes. Plus loin, les enquêteurs retrouvent le t-shirt de Tara roulé en boule. Sur le t-shirt, ils découvrent une pièce à conviction potentielle. On pouvait déceler comme les contours d'une semelle de chaussure, une basket en réalité, en plein milieu du t-shirt. Du coup, on allait pouvoir identifier avec certitude cette trace de semelle comme on le fait généralement avec les empreintes digitales.
Mais trouver la marque de chaussure ne va pas être chose facile. L'autopsie de Tara Munsey révèle qu'elle a très certainement été tuée le jour de sa disparition. Elle a reçu 4 balles à bout portant. C'est une véritable exécution. Je suis convaincu qu'on lui a d'abord tiré une balle dans le thorax et une fois à terre, le tueur s'est approché de sa tête, a pointé son arme et a tiré 3 balles de plus. Tara a du sang sous les ongles, signe qu'elle a vivement résisté à son agresseur. Selon ses proches, Tara Munsey n'était pas facilement impressionnable. Elle se serait défendue corps et âme contre n'importe qui. On a beaucoup pleuré, en imaginant toute sa détresse, tout ce qu'elle a pu endurer. On a eu beaucoup de mal à le supporter, vraiment beaucoup de mal. Malgré un kit de viol négatif sur le corps de Tara, le médecin légiste récolte un échantillon de fluide séminal sur le corps. Toutes les preuves médico-légales sont envoyées au labo pour des tests ADN. Mais c'est la balistique qui va permettre de faire avancer l'affaire. L'arme du crime a laissé des stries et perforations caractéristiques sur les balles ayant provoqué la mort. La police dispose maintenant de 3 indices importants recueillis sur la scène de crime. Le t-shirt de Tara, sur lequel est imprimée l'empreinte d'une semelle de chaussures de sport. Un filtre de cigarette et une douille de calibre 22. Comme l'empreinte est brouillée et que le meurtrier n'a vraisemblablement pas porté le filtre en bouche, les experts en balistique se focalisent sur la douille. Car si les balles portent la trace des rayures du canon, les douilles sont elles aussi marquées de façon particulière par le percuteur au moment du coup de feu. Seuls 3 types d'armes de calibre 22 ont pu laisser ces marques. C'était soit un Marlin, un Sears ou un Révélation. Et d'ailleurs, Marlin fabrique des armes pour les 2 autres, Sears et Révélation. On n'avait donc qu'un seul fabricant possible. Sachant qu'on a des centaines de fabricants dans le fichier, avoir réduit ce chiffre à 3, c'est inespéré. Le t-shirt déchiré va lui aussi leur fournir un indice supplémentaire. À l'aide de sources alternatives de lumière, les experts découvrent l'empreinte partielle d'une semelle sur le devant du t-shirt. En fouillant dans le fichier des différentes semelles répertoriées, ils parviennent finalement à trouver une concordance. On a pu affirmer avec la plus grande certitude à la police qu'il s'agissait d'une paire de running de marque Nike avec des semelles extérieures à chevrons. Mais l'empreinte n'est que partielle et il est impossible d'en déterminer la taille. L'information a tout de même son importance. C'est alors que les amis de Tara avouent à la police qu'ils ne leur ont pas tout dit. Le jour de sa disparition, Tara et une copine sont allées fumer de la marijuana après les cours. Mais elle n'était pas seule. Un homme plus âgé était là, lui aussi. C'est lui qui leur avait fourni le produit. Jeff Thomas, un homme de 30 ans. J'ai été très surpris quand j'ai appris qu'un homme de 30 ans fumait de la marijuana avec des ados à l'école. Il n'avait pas d'emploi fixe. On n'était même pas certain qu'il ait un endroit où vivre. À l'époque, il dormait dans la cave de sa petite amie. Mais Tara et Jeff ne sont pas des inconnus. Elle vient souvent garder la petite fille de 6 ans de Jeff. Après vérification, la police s'aperçoit que l'homme a un casier. 8 ans auparavant, Jeff a tenté de frapper un voisin avec une batte de baseball. Pour ça, il a fait 2 ans de prison. Lors de son interrogatoire, Jeff Thomas nie formellement toute implication dans le meurtre et affirme même avoir un alibi. Il y avait plusieurs zones d'ombre dans son alibi, surtout concernant l'endroit où il avait passé la nuit. Jeff Thomas ne possède pas non plus de fusil de calibre 22, mais son ami Kevin Williams, un maçon de 32 ans, en a bien un. Donc au domicile de Kevin Williams pour l'interroger, mais aussi examiner son arme. Mais la version de Williams est complètement différente de celle de Jeff Thomas.
Kevin nous dit bien posséder un fusil de calibre 22, mais qu'il l'a laissé à Jeff Thomas et qu'il ne l'a pas repris ni même revu depuis. Williams admet utiliser cette arme pour s'entraîner au tir de temps en temps dans son jardin. Dès lors, la police sait que c'est peut-être la seule chance de savoir si l'arme correspond bien à celle qui a entraîné la mort de Tara. Après l'interrogatoire de Williams, au cours duquel il nous avait dit s'entraîner au tir dans son jardin, on s'est dit qu'on avait peu d'espoir de retrouver des douilles sur place, mais qu'on pouvait toujours essayer. Par chance, les enquêteurs retrouvent 2 douilles sous le porche. Des douilles qui correspondent parfaitement à celles retrouvées près du corps de Tara. C'était fantastique. On pouvait s'appuyer sur une science exacte qui nous disait que les douilles retrouvées étaient les mêmes que celles utilisées pour le meurtre. Reste à retrouver l'arme du crime. Lequel des 2 suspects a menti? On ne savait pas qui croire. On avait 2 personnes s'accusant l'une et l'autre d'être en possession de l'arme. Le principal suspect dans le meurtre de Tara Munsey se nomme Jeff Thomas. Il a été vu en train de fumer de la marijuana avec Tara l'après-midi même du meurtre. Mais l'arme du crime appartient à un certain Kevin Williams, un ami de Thomas. Problème, les 2 hommes s'accusent l'un l'autre d'avoir été en possession de l'arme le jour du meurtre de l'adolescente. L'enquête a progressé à pas de géant. Grâce à une étude balistique, les policiers sont parvenus à déterminer l'arme du crime. Mais le fusil de calibre 22 est malheureusement introuvable. Et 2 suspects s'accusent mutuellement de l'avoir utilisé puis de l'avoir fait disparaître. Lequel des 2 dit la vérité? Alors que le procureur envisage d'interroger Jeff Thomas et Kevin Williams séparément dans l'espoir d'obtenir des aveux, un témoin inattendu fait son apparition. Et ces révélations vont être décisives. Une femme s'était fait arrêter en voiture par un policier pour une infraction au code de la route et apparemment, elle savait quelque chose sur cette affaire. Une femme du nom de Barbara Elton. Une fois au poste, elle avoue aux inspecteurs qu'elle sait quelque chose qu'elle a gardé pour elle depuis plusieurs semaines. Elle prétend connaître Jeff Thomas. Il aurait vécu chez elle au moment du meurtre de Tara Munsey. La nuit du crime, Thomas fait preuve d'un comportement plutôt agité en rentrant à la maison. Il avait plein de boue sur lui. Il était très en colère et il lui a dit qu'il avait fait n'importe quoi. I asked him what he was talking about, and he said that she wouldn't have sex with him. He said she wouldn't have sex with him. And it made him mad. Et il lui a dit, tu sais, je l'ai tué, je lui ai mis 3 balles dans la tête. He called it execution style, whatever that's supposed to mean. He called it execution style. Yeah. Seule la police connaissait le nombre de coups de feu tirés, pas les médias. La police ne leur a pas divulgué cette information. Personne n'était au courant à part nous, le tueur et le légiste. Mais si Elton dit la vérité, pourquoi n'a-t-elle pas prévenu la police avant? Elle avait peur de Jeff Thomas. Elle avait peur qu'il lui fasse du mal. Ce n'est que lorsqu'elle s'est retrouvée face à face avec l'officier de police dans sa voiture qu'elle a trouvé le courage de parler. Grâce aux informations fournies par Barbara Elton, la police a maintenant suffisamment de preuves pour obtenir une commission rogatoire pour fouiller la voiture de Thomas. Dans le coffre, ils découvrent une paire de baskets avec des semelles extérieures à chevrons. À l'aide d'un calque, la police compare l'écartement des chevrons des baskets avec les photos de l'empreinte partielle de semelle sur le t-shirt de Tara. On a pu déterminer que la chaussure droite, que nous a fournie la police, pouvait correspondre aux 2 empreintes partielles de semelles retrouvées sur le t-shirt provenant de la scène de crime. Les techniciens recueillent également dans la voiture de Thomas 3 cheveux blonds dont les racines sont restées intactes.
Les cheveux avaient été arrachés. En d'autres termes, on avait de bonnes chances de récolter de l'ADN à la racine du cheveu. Et les analyses ont révélé que l'ADN des 3 cheveux récoltés dans la voiture correspondait à celui de Tara Munsey. Les experts de la police comparent également l'ADN de Thomas aux preuves biologiques récoltées sur le corps de Tara. Il y avait son ADN partout, sur ses vêtements, sur son corps lui-même, à l'intérieur de sa cuisse, sur ses chaussures, sous ses ongles, sur la tige de cigarette retrouvée sur la scène de crime. À partir de là, affaire classée. Pour le ministère public, Jeff Thomas s'est arrêté devant le fast-food au moment où Tara sortait de son travail. Il lui a sans doute proposé d'aller fumer un joint quelque part comme il l'avait déjà fait l'après-midi même. Arrivé à destination, Thomas lui fait des avances, mais Tara refuse. Alors, il l'agresse, mais elle se défend. Il déchire son t-shirt. Elle le griffe au visage. Thomas finit par la tirer hors de la voiture et lui tire une balle en pleine poitrine. Puis 3 autres dans la tête, laissant au passage une empreinte de semelle sur son t-shirt. Il pousse le corps dans le ravin. Puis prend le temps de fumer une cigarette après en avoir arraché le filtre. Vous enlevez toujours le filtre? Ouais, je le fais toujours. Pendant la bagarre, il lui arrache 3 cheveux qui viennent se déposer dans son coffre de voiture alors qu'il se débarrasse des preuves. On ne retrouvera jamais le fusil. Même si on était confiant sur l'issue de cette affaire, ça a quand même été un grand soulagement d'arrêter le coupable. On tenait enfin le coupable d'une telle atrocité. Le procès a lieu en mars 2001. Jeff Thomas est reconnu coupable d'homicide volontaire. Le verdict est sans appel, la peine de mort. Quand j'ai entendu le juge prononcer ces mots, « Vous êtes non seulement reconnu coupable, mais condamné à la peine de mort. » Peine de mort. J'en ai eu des frissons dans le dos. Mais la mère de Tara, qui s'est toujours opposée à la peine de mort, demande que le verdict soit requalifié en réclusion à perpétuité. Personne ne s'attendait à ce qu'une mère éplorée, qui vient de perdre sa fille, sauvagement assassinée, puisse avoir autant de compassion en elle, ou je ne sais quoi d'autre. Elle n'a pas hésité à implorer la justice d'épargner la vie de l'assassin de sa fille. En 2002, la Cour suprême de Virginie lui accorde la réclusion criminelle à perpétuité, mais sans remise de peine. La famille de Tara a bien compris que sans la police scientifique, cette affaire n'aurait sans doute jamais été résolue. Au tout début, on était très pessimiste sur le fait de trouver l'assassin. À mon avis, personne n'aurait pu résoudre cette affaire à part les forces de l'ordre de Pulaski. Il n'y a qu'eux qui pouvaient réussir cet exploit. Au final, on avait beaucoup de preuves indirectes, mais c'est la science qui a réellement permis de résoudre l'affaire. On ôte la vie à quelqu'un de si jeune, une gamine qui va encore au lycée. C'est une vraie tragédie. Une vraie tragédie. Alors si on peut apporter notre aide pour que justice soit faite, tant mieux. Après tout, c'est pour ça qu'on est là. Nous savons aujourd'hui que Jeff Thomas avait planifié sa rencontre avec la jeune fille dans le but d'essayer de la séduire. Il lui avait téléphoné le matin du drame pour lui proposer de fumer du cannabis le soir même chez un ami commun. Tara avait accepté, puis s'était ravisée quelques heures plus tard, après que son père l'avait invité à assister à un match de basketball. Thomas avait alors décidé de l'attendre à la sortie du fast-food pour l'entraîner dans un lieu désert et abuser d'elle. Le destin de l'adolescente venait à cet instant de basculer. La décision prise par la mère de Tara d'intercéder auprès du juge afin que la peine de mort prononcée contre Jeff Thomas soit commuée en peine de prison à vie
a été largement commenté dans la presse. Certains l'ont interprété comme un acte de compassion, d'autres comme une manifestation de faiblesse. Il faut dire que la question de la peine de mort divise profondément l'opinion publique américaine. À ce jour, 38 États sur 50 ont rétabli les exécutions capitales jugées inconstitutionnelles pendant quelques années. Entre 1976 et 2010, 1234 condamnés ont subi ce châtiment. 5 méthodes d'exécution sont utilisées: l'injection létale, la chaise électrique, la chambre à gaz, le peloton d'exécution et la pendaison. Rêvant de vacances au bord de la mer, une mère et ses 2 filles, originaires de l'Ohio, décident de se rendre seules en Floride, leur mari et père ne pouvant s'absenter de la laiterie familiale. Les premiers jours de liberté sont idylliques, jusqu'à ce qu'un inconnu leur propose d'admirer le coucher de soleil à bord de son bateau. Par un beau matin de juin, à Tampa, en Floride, les autorités découvrent les corps de 3 jeunes femmes flottant à la surface de la mer. Ce ne pouvait être qu'un triple homicide. Les cadavres avaient les mains attachées et avaient été lestés. Les victimes sont bâillonnées avec du scotch, ont été dénudées de la taille aux pieds et ont les mains liées avec de la corde jaune. C'était horrible, vraiment affreux. Qui avait pu commettre une telle atrocité? Faire ça à cette mère et ses 2 filles. La police doit maintenant découvrir l'identité des 3 victimes. Pas de carte d'identité sur elles. Impossible de connaître leur nom, leur adresse ou les gens qu'elles auraient pu côtoyer avant les meurtres. Bien que les corps aient tous les 3 été reliés à un bloc de béton de 13 kilos, la décomposition des corps a entraîné un échappement de gaz qui a fait remonter à la surface aussi bien les corps que les blocs de béton. Il faisait très chaud. Si tout cela s'était produit par des températures plus fraîches dans des eaux plus froides, un seul bloc de béton aurait suffi à garder les corps immergés. Et tout cela aurait demandé des analyses beaucoup plus approfondies. Selon le légiste, les corps sont au fond de l'eau depuis au moins 3 jours. Pour déterminer l'endroit précis où on les a jetés à l'eau, la police demande à l'université de South Florida d'analyser la variation des courants pendant cette période. Et ils sont arrivés à la conclusion que les corps avaient sans doute été jetés au centre de la baie, ni du haut d'un pont, ni du littoral. Après avoir appris l'affaire dans les médias, le gérant d'un hôtel des environs décide d'appeler la police. Il leur apprend qu'une femme accompagnée de ses 2 filles lui a pris une chambre 3 jours auparavant. Il ne les a pas revues depuis, mais leurs affaires sont toujours là. Rien n'avait disparu. C'était typiquement le genre d'affaires qu'on prend pour quelques jours de vacances. C'était comme si personne n'avait réellement eu le temps d'occuper la chambre. Les lits étaient faits, les serviettes bien pliées, rien n'avait bougé. La chambre était occupée par Joan Rogers et ses 2 filles. La police contacte immédiatement Al Rogers, le mari de Joan, propriétaire d'une laiterie dans l'Ohio. Le shérif est venu me trouver pour me demander le nom de leur dentiste. Il n'y a que comme ça qu'on a pu les identifier. Les fichiers dentaires sont formels. Il s'agit bien de Joan Rogers, 36 ans, de sa fille aînée Michelle, 17 ans, et de sa fille cadette Christy, seulement 14 ans. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Pas même à mon pire ennemi. Non, vraiment. Je ne souhaite ça à personne. L'autopsie confirme ce que tout le monde redoutait. La présence d'eau dans les poumons indique clairement que les jeunes femmes ont été jetées à l'eau alors qu'elles étaient encore en vie. Pour la police, c'est bien plus qu'un simple meurtre. C'est tout bonnement une exécution. L'horreur s'est vite répandue à travers toute la baie. Les gens voulaient savoir quel monstre avait été capable d'une telle atrocité. Il n'a bandé les yeux à aucune d'entre elles pour qu'elles puissent voir les 2 autres se noyer.
Je pense qu'il voulait voir la peur dans leurs yeux pendant qu'il commettait son crime. C'est un acte d'une rare perversité. Joan Rogers, une femme de 36 ans, et ses 2 filles âgées de 17 et 14 ans ont été exécutées en Floride. Lestées à des blocs de béton, elles ont vraisemblablement été jetées vivantes dans l'océan. Les enquêteurs supposent que leur assassin est soit un touriste, soit un homme résidant dans la baie de Tampa. Quelqu'un que les victimes ne connaissaient pas et qu'il va donc être très difficile d'identifier. Lorsque Joan Rogers et ses 2 filles décident de partir une semaine en Floride pour les vacances, Al, le mari de Joan et père des 2 enfants, choisit de les laisser partir seuls. Il était propriétaire d'une laiterie, un boulot qui n'autorise pas le moindre jour de vacances. Mais malgré le retard de 3 jours pris par sa famille sur la date prévue de leur retour, Al ne se manifeste aux autorités qu'au bout de ce laps de temps. Il m'a paru assez froid, même très détaché. J'avais en face de moi un type qui venait de perdre toute sa famille. Pas une, mais 3 personnes, et il ne montrait aucune émotion. Il dit à la police qu'il n'a pas le temps de se morfondre. Il a une laiterie à faire tourner. Je me suis concentré sur mon travail quotidien sans vraiment penser à autre chose. La police essaie donc de retracer l'emploi du temps de Al le jour des meurtres. Heureusement pour lui, Al n'aime pas faire la cuisine. Il décide donc de prendre tous ses repas dans divers restaurants du coin. Plusieurs témoins le confirment. Tout le monde m'avait vu. J'étais allé prendre mon petit déjeuner là-bas et j'étais revenu le soir pour le dîner. Je ne pouvais pas être en Floride. Lors de l'autopsie, le légiste découvre que l'eau de mer a fait disparaître la grande majorité des preuves médico-légales. Avec les corps immergés pendant autant de temps, toute preuve matérielle comme des poils, fibres ou empreintes digitales n'ont pas résisté à l'eau. Elles ont tout bonnement été balayées. Il est de fait impossible de déterminer avec précision s'il y a eu agression sexuelle ou non. Nous n'avions rien, aucune preuve médico-légale à comparer à quoi que ce soit. La police se met à la recherche de la voiture de Joan Rogers et la retrouve à l'embarcadère pour bateaux. L'embarcadère se trouve à 1,5 km de l'hôtel et à plus de 40 km de l'endroit où les corps ont été retrouvés. À l'intérieur de la voiture, la police met la main sur 2 notes manuscrites. L'une indique la direction de l'hôtel. L'autre, écrite sur un papier en tête de l'hôtel, indique la direction de l'embarcadère. Les notes sont envoyées à une experte en graphologie pour analyse approfondie. L'écriture sur le papier en tête de l'hôtel correspondait à celle de Joan Rogers. Ça a été très facile à déterminer vu le nombre de notes manuscrites de sa main qu'on avait reçues. L'écriture sur la 2e note, celle qui indique la direction de l'hôtel de Rogers, appartient à quelqu'un d'autre. J'ai pu déterminer que l'écriture sur la 2e note n'appartenait ni à la mère ni à l'une de ses filles. Sur le mot Courtenay, figurant dans l'adresse de l'hôtel, le T est écrit en majuscule en plein milieu du mot. C'est plutôt inhabituel, non seulement parce qu'on voit une majuscule en plein milieu du mot, mais aussi parce qu'elle est précédée du R minuscule. C'est très étrange comme répartition spatiale. De plus, la lettre Y est écrite à chaque fois de manière différente, ce qui intrigue la graphologue. La lettre Y revenait à 4 reprises, et à chaque fois, il y avait une légère variation dans son écriture. C'était très important. On s'est concentré là-dessus. Si on trouvait l'auteur de cette note, on trouvait l'assassin. Mais en dehors de l'écriture, la note révèle un autre indice. Juste à côté de la direction à suivre, Joan Rogers a écrit quelque chose d'autre sur la note en question. Bleu et une abréviation du mot blanc. On a présumé qu'elle devait rencontrer quelqu'un en bleu et blanc. Mais en y réfléchissant, si on se dirige vers une descente de bateau, que peut-il y avoir de bleu et blanc? Un bateau. Malheureusement, aucun bateau n'accoste de manière permanente à l'embarcadère. Tout le monde, touristes et résidents, peut y amarrer son bateau pour la journée. La police va néanmoins découvrir quelque chose d'intéressant. Un indice leur révèle qu'un homme tient à ce même emplacement un business illégal de croisière dans la baie. Il propose aux touristes des balades en mer au coucher de soleil.
L'homme se nomme Jason Wilcox et, coïncidence, il possède justement un bateau bleu et blanc. Après avoir vérifié son casier, la police découvre que l'homme en question a déjà fait de la prison pour agression sexuelle. Il habite à environ 8 km de l'embarcadère. Chez lui, on a retrouvé le bateau, mais aussi des blocs de béton. Wilcox nie toute implication dans le triple meurtre. Et sans preuve directe le reliant au meurtre, un juge ne délivrera pas facilement d'examen graphologique de son écriture. On a beau avoir le suspect idéal, celui qui a commis les meurtres, prouver sa culpabilité n'est jamais une partie de plaisir. La police dispose de 2 vagues indices et d'un suspect. Avant d'être assassinées, les jeunes femmes seraient montées à bord d'un bateau bleu et blanc. Mais il y en a des milliers d'identiques dans la baie de Tampa. Autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Les enquêteurs sont également en possession d'un échantillon d'écriture du tueur présumé. Mais là encore, en l'absence de documents comparatifs, cet élément est inutilisable pour l'instant. Le suspect se nomme Jason Wilcox. Il est propriétaire d'un bateau qui répond au signalement. Il a été condamné pour violence sexuelle et des blocs de béton ont été retrouvés dans son garage. Par contre, Wilcox nie farouchement être impliqué dans le triple homicide et le procureur n'a aucune preuve matérielle pour le faire arrêter. Tandis que l'enquête piétine, une touriste canadienne de 24 ans dépose plainte au commissariat. Elle prétend avoir été violée à bord d'un bateau bleu et blanc. Imaginez, vous êtes touriste et on vous propose une balade en bateau dans la baie. C'est génial. Une fois qu'il gagne la pleine mer, à l'abri des regards, l'homme menace de la tuer si elle refuse de coucher avec lui. Il lui dit aussi que les eaux sont infestées de requins au cas où elle tenterait de fuir à la nage. Elle l'a supplié de ne pas la violer en lui disant qu'elle était vierge. Mais apparemment, ça l'a encore plus excitée. Et il l'a finalement violée en lui disant qu'elle préférerait sans doute ça à la mort. Après quoi, il l'a attachée avec de la corde, comme pour la famille Rogers. Mais soudainement, l'homme est pris d'un mal étrange. Je ne sais pas si c'est à cause de l'excitation qu'il s'est senti mal ou si tout s'est passé dans sa tête, mais dans les 2 cas, c'est quand même un comportement plutôt étrange. Je ne sais pas, je suis ni médecin ni psychiatre, mais c'est quand même bizarre. De manière inexplicable, l'homme attend la tombée de la nuit pour se rapprocher de la côte et laisse sa victime s'enfuir à la nage. La police est maintenant convaincue qu'il s'agit de l'homme qui a assassiné la famille Rogers. Les 2 affaires étaient étrangement similaires. Malheureusement, la jeune femme a pris une douche avant de se rendre à la police, effaçant ainsi d'éventuelles traces d'ADN. Mais grâce à sa description de l'agresseur, la police parvient tout de même à établir un portrait robot du suspect qu'elle remet ensuite à tous les médias de la région. La victime déclare également que Jason Wilcox n'est pas son agresseur et la police se voit donc obligée de l'écarter définitivement de la liste des suspects. Au final, on l'a fait passer au détecteur de mensonges et il a réussi. Il avait en plus un alibi pour la soirée des meurtres. Avec la diffusion du portrait robot, la police reçoit des centaines de coups de téléphone, autant de pistes qui doivent être examinées plus en profondeur. Même chose pour le bateau bleu et blanc. On a fait venir près de 800 personnes susceptibles d'avoir un quelconque rapport avec un bateau bleu et blanc. Cela nous a pris un temps fou pour éliminer tous les suspects potentiels dans cette affaire. Aucune piste ne mène à quelque chose d'intéressant. La police est dans l'impasse, elle doit tenter autre chose. Elle décide de placarder sur les panneaux de 5 quartiers de la ville la note écrite vraisemblablement de la main du tueur. C'était très inhabituel comme méthode et à mon avis, s'ils l'ont fait, c'est que c'était leur dernier recours. Joe Ann Steffey roule sur une autoroute du coin.
À la seconde où elle découvre la note sur le panneau, elle reconnaît aussitôt l'écriture. Elle ressemble à s'y méprendre à celle d'un entrepreneur qu'elle connaît, Oba Chandler. Quand j'ai rencontré M. Chandler pour la première fois, il ne m'a pas paru franc. Il ne me regardait jamais dans les yeux. Quelqu'un de sournois. Joanne se précipite chez elle et vérifie un reçu écrit de la main de Chandler pour un travail effectué à son domicile. Quand j'ai revu le reçu, j'en ai eu les jambes qui tremblaient. J'ai failli en tomber à la renverse. Je détenais la preuve irréfutable. C'était bien l'homme qu'il recherchait depuis tout ce temps. Et je n'avais plus d'autre choix que de prévenir la police. Je ne pouvais plus faire machine arrière. L'écriture de Oba Chandler est immédiatement comparée à l'écriture sur la note trouvée dans la voiture de Joanne Rogers. J'étais surexcitée. Dès que j'ai vu le T majuscule apparaître au milieu des mots, mon cœur s'est emballé. J'ai également relevé toutes les variations de Y présents dans le petit mot. En quelques minutes, j'ai su qu'on tenait l'auteur de ce mot. Oba Chandler est un entrepreneur dans le bâtiment de 43 ans. Il est marié et père de 8 enfants avec 7 femmes différentes. Il a également un casier judiciaire pour des affaires d'agression sexuelle et autres délits datant de l'adolescence. Mais le plus compromettant pour Chandler reste son adresse. La maison d'Oba Chandler se trouvait le long d'un canal à environ 1 km de la descente de bateau, donc de l'endroit où la voiture de la victime avait été retrouvée. Les enquêteurs étudient les liaisons radio avec la côte pour tous les bateaux sortis en mer pendant la période des meurtres. En vérifiant les appels radio, on situe Oba Chandler en mer non seulement le jour du viol, mais aussi celui des meurtres. Ça nous a permis d'avancer à grands pas dans l'enquête. Oba Chandler commence par nier les faits. Mais lors de sa garde à vue, la police décide de sortir son joker en s'adressant à la seule personne en mesure d'identifier formellement Chandler. La touriste canadienne violée par un homme dans un bateau bleu et blanc. Dès qu'on lui a montré sa photo, elle a immédiatement réagi. Mais elle a quand même tenu à ce qu'on procède à une séance d'identification pour être tout à fait sûr. Et bien entendu, elle identifie formellement son agresseur. Jason Wilcox, le premier suspect, a été disculpé par la touriste canadienne violée à bord d'un bateau. Ensuite, contre toute attente, un autre homme, Oba Chandler, a été arrêté grâce à l'extraordinaire initiative prise par la police. Placardé sur des panneaux géants, un échantillon de l'écriture du tueur présumé en espérant qu'un automobiliste la reconnaisse. S'il semble maintenant avéré que Chandler est l'auteur de l'agression sexuelle, rien ne prouve encore qu'il soit l'auteur du triple crime. Les policiers espèrent que son bateau leur fournira les preuves matérielles qui leur permettront d'inculper. Mais, par précaution sans doute, Chandler a vendu son bateau. Le ministère public sait pertinemment que pour obtenir une condamnation pour meurtre, il va lui falloir plus qu'une expertise graphologique. L'experte en graphologie de la police est convaincue qu'il s'agit bien de l'écriture d'Oba Chandler sur la note retrouvée dans la voiture de Joanne. Mais pour étayer son accusation et être sûr d'obtenir une condamnation pour meurtre, le ministère public charge l'experte de trouver une preuve irréfutable sur cette fameuse note. On a décidé d'utiliser de la ninhydrine, un composé aromatique qui révèle les acides aminés contenus dans les résidus d'empreintes. Les empreintes apparaissent en violet au contact de la ninhydrine, ce qui les rend possibles à photographier. Et ça marche. La police voit apparaître différentes empreintes, dont celle d'une paume de la main. On a trouvé une correspondance avec les empreintes de l'une des victimes, mais également des empreintes non identifiées. Et parmi les empreintes inconnues, celle d'une paume de main droite apparaît très clairement. En comparant l'empreinte relevée sur la note retrouvée dans le véhicule de la victime à celle d'Oba Chandler, les enquêteurs n'ont plus le moindre doute.
On avait non seulement son écriture, mais aussi une empreinte de la paume de sa main droite. C'était largement suffisant. Obad Chandler est mis en examen pour 3 chefs d'inculpation de kidnapping et pour meurtre au premier degré. La police en conclut qu'Obad Chandler et Joan Rogers se sont rencontrés dans une station-service et qu'elle lui a demandé le chemin de son hôtel. Si vous aviez un petit bout de papier où je puisse vous noter tout ça. Écrivez là-dessus. Chandler note les indications sur le plan de Joan Rogers, laissant au passage son écriture et une empreinte de paume droite. Et voilà. Vous êtes ici en vacances? Oui, on vient de l'Ohio. Ah oui? Et vous aimez le bateau? C'est à cet instant que Chandler a dû leur proposer une petite promenade en mer au coucher du soleil, proposition acceptée par la mère et ses 2 filles. Ce serait génial. Ça me paraît bien. Les 3 jeunes femmes étaient ravies de passer des vacances entre elles, de pouvoir découvrir Tampa Bay avec cet homme qui paraissait tout à fait rassurant. Ce genre de rencontre arrive des milliers de fois, et il faut qu'elles tombent sur le seul malade de la région, sur le seul barjot qui leur veuille du mal. Chandler leur indique donc la direction à prendre pour rejoindre la descente de bateau. Et Joan, en les notant, va avoir l'idée d'ajouter « bleu et blanc », un indice capital dans la résolution de cette affaire. Un peu plus tard dans la soirée, Chandler les emmène en pleine mer. Elles ne peuvent plus lui échapper. Ne sachant pas nager, les 3 victimes n'auraient jamais pu gagner la côte saines et sauves. Elles n'ont plus d'autre choix que de se soumettre. Ils les attachent, les bâillonnent, puis, comme la police le pense, en profite pour les violer. Plus tard, il finit par les attacher une à une à un bloc de béton avant de les jeter à la mer sans aucune chance d'en réchapper. Mais Chandler va laisser derrière lui un indice capital dans cette affaire en appelant sa femme par liaison radio pour la prévenir qu'il a des problèmes de moteur et qu'il sera en retard pour le dîner. Sa 2e erreur aura été de laisser son écriture et ses empreintes derrière lui. Obad Chandler est jugé, reconnu coupable et condamné à la peine de mort. Obad Chandler, vous êtes non seulement déchu de votre droit de vivre parmi nous, mais aussi, en vertu des lois en vigueur dans l'État de Floride, de vivre tout simplement. Que Dieu ait pitié de votre âme. Le tournant de cette affaire aura résidé dans le risque pris par la police de placarder l'écriture de Chandler sur toute la ville et de transformer chaque personne empruntant les routes de la région en témoin potentiel. J'ai trouvé l'idée excellente. Vraiment brillante. Lorsqu'on a épuisé toutes les pistes classiques et que la police commence à tourner en rond, c'est là qu'il faut parfois tourner le dos aux conventions et appeler le grand public à la rescousse. Les enquêteurs étaient dans l'impasse. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils l'ont dit eux-mêmes. Qu'avaient-ils à perdre en placardant la note? Ils ont parié et ça a payé. Le tournant de cette affaire, ça a été d'identifier son écriture. C'est ce qui a causé sa perte. Joan Rogers et ses 2 filles, Michelle et Christy, n'avaient jamais quitté l'État de l'Ohio avant de se rendre en Floride. C'était leurs premières vacances, et elles se réjouissaient de quitter leur ferme pour goûter aux joies de la mer et du soleil. D'après l'enquête, elles se seraient perdues un soir dans les faubourgs de Tampa et auraient demandé la direction de leur motel à un homme croisé par hasard. La fatalité avait voulu que cet homme se nommât Obad Chandler et qu'il fût un prédateur sexuel.
Cette affaire a défrayé la chronique aux États-Unis en 1992, notamment parce que, pour la première fois, la police avait imaginé de présenter au public sur des panneaux d'affichage géants des échantillons d'écriture d'un homme suspecté d'un triple homicide. Forte du résultat obtenu, la police a depuis réutilisé cette méthode à plusieurs reprises dans d'autres États. À l'issue de son procès, Obad Chandler a été condamné à la peine de mort. Le jury n'a délibéré que pendant 10 minutes avant de rendre son verdict. Les avocats de Chandler firent appel de la condamnation, mais sans succès. Et c'est après 20 ans d'incarcération que Chandler a été exécuté par injection létale le 15 novembre 2011. Quelques heures auparavant, la Cour suprême des États-Unis avait rejeté son ultime demande de sursis. Chandler fut le 41e condamné à être exécuté aux États-Unis en 2011. Ainsi s'achève cette émission. Merci de nous rester fidèles. Je vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles.